Et ouais, vous avez bien lu le titre. Allez, c'est parti, on va voir si c'est possible. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Ah c'est bien, t'arrêtes de mettre des fils partout. Ah merde, désolé. Bon bah, on recommence, hein. Bon alors, ça fait quand même depuis pas mal de temps que je me demande si c'est possible de faire un étage électrique. Parce qu'en fait, ça aurait plein d'avantages. Déjà, on aurait une poussée modulaire. Elle serait plus simple d'utilisation, vu qu'on aurait juste à changer les batteries. On aurait un contrôle total sur le moteur, contrairement au moteur à poudre. Bref, que du bon pour nous. Bah pourquoi tu l'as pas fait avant? Et bah justement, ça fait pas mal de temps que je bosse dessus en sous-marin sans en parler ici. Pourquoi? C'est révolutionnaire, ça va tuer les agences spatiales? Il est vraiment débile ce type ou quoi, franchement? Ouais, je crois bien. C'est parce que ce serait surtout débile pour une agence spatiale de se lancer là-dedans. D'ailleurs, voilà quelques explications. Pensez à vous abonner pour pas louper son décollage. Pour se mettre en orbite, on a toute une série de problèmes à devoir résoudre, vous allez voir. Déjà, pour atteindre l'espace, on a juste à monter et puis voilà, c'est tout. Pas besoin d'aller très vite. Juste à atteindre les 80-100 km. Voilà en gros notre premier problème. Alors que pour se mettre en orbite, il faut déjà monter à 100 km, voire beaucoup plus haut. Hein. Car peu importe où on décide de mettre la limite de l'espace, la ligne de Kármán, il reste toujours de l'air qui va nous freiner à cette altitude. C'est pour ça qu'on choisit quasiment tout le temps des orbites plus haut. Freiner, ça vous a peut-être mis la puce à l'oreille en ce qui concerne notre deuxième problème. Ce qui caractérise une orbite, c'est son vecteur, c'est sa vitesse dans une direction donnée, à un endroit précis de l'espace à un moment T. En gros, hein, pour mettre un objet en orbite, faut lui donner un delta V dans le langage du cru. Delta V, c'est un mot bien barbare juste pour parler de la différence de vitesse entre le début et la fin de la poussée, qui est de 11,2 km/s pour la Terre. Mais bon, hein, comme on a dit plus tôt, en général on se met en orbite beaucoup plus haut, qui nous donne un delta V moyen de 30 km/s. 30 km/s, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Et vous comprenez peut-être mieux pourquoi les charges utiles sont aussi petites par rapport au réservoir qui lui est énorme. Un Paris-Marseille qui fait 660 km à vol d'oiseau se fait en 22 secondes à ces vitesses-là, juste pour information. Mais ça nous fait des réservoirs énormes! Même si on les allège au maximum, ils pèsent une tonne! Dites-vous que certains réservoirs ont des parois si fines que si le lanceur est pas mis sous pression, en fait, bah il s'effondre sur lui-même, quoi. Comme vous pouvez vous en douter, on vient de rencontrer notre troisième problème. Premier Paris-Marseille. Et c'est le problème numéro 1, l'ennemi juré, notre obligé, le poids. Car pour une orbite, c'est uniquement la vitesse qui compte. Mais pour atteindre cette orbite, c'est uniquement le poids qui compte. Et il faut pas confondre poids et masse. C'est un bordel. Le poids, c'est la force de l'attraction gravitationnelle qui agit sur un objet. Et ça s'exprime en newton. Deuxième Paris-Marseille. Tandis que la masse est la quantité de matière compris dans un objet. Et ça s'exprime en kilos. Dans le langage courant, en fait, on mélange beaucoup les deux termes. Souvent, quand on demande le poids d'une personne, en réalité, on demande sa masse. Pour être plus clair, mon poids est de 794,7 newtons, tandis que ma masse est de 81 kg. Troisième Paris-Marseille. Bon, par contre, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Ma masse ne varie pas en fonction de là où je suis. Enfin, sauf si je suis à l'apéro, hein, où là, ça va varier pas mal. Mais mon poids, lui, va varier en fonction de l'intensité de la pesanteur de là où je me trouve. Par exemple sur Terre, vu qu'elle n'est pas parfaitement sphérique en fait. Ouais, elle est un petit peu écrasée au niveau des pôles. Il y a une petite différence de distance entre le centre de la Terre et les pôles, et entre le centre de la Terre et l'équateur. Je tiens à vous préciser, on exagère beaucoup là sur nos explications, parce que normalement, cet écrasement, on n'est pas apte à le voir. Mais ça donne quand même une différence de poids de 4,11 newtons pour moi. En gros, hein, si on remélange tout comme dans le langage courant, au pôle, je vais peser 81 kg, tandis qu'à l'équateur, je vais peser 80,6 kg. En vrai, ça donne 790,19 newtons. Méthode de régime révolutionnaire garantie sans trucage, montez sur la balance et constatez par vous-même. Allez sur Mercure et vous ne ferez que 30 kg. Ou alors un petit 13 kg sur la Lune si vous vous sentez encore trop lourd. Vous voulez peut-être l'inverse et monter, alors dans ce cas-là, allez sur Jupiter et pesez 204 kg. Ce n'est pas encore assez? Eh bien, je peux vous proposer notre classe premium sur le Soleil à 230 kg.
En réalité, c'est uniquement le poids qui change, le newton. Je ferai toujours 80 kg de masse. Mais mon ressenti ne sera pas pareil, et dans le langage courant, on parle bien trop souvent de ressenti. On arrête avec toutes ces conneries. En gros, pour qu'un lanceur puisse se pousser, il faut qu'il ait la poussée Newton de son poids Newton. Bah oui, un moteur qui arriverait sans doute à faire décoller un vaisseau sur la Lune n'y arriverait pas sur la Terre, car là, c'est le poids qui compte, et non la masse. Donc imaginez, l'ennemi numéro 1 dans les lanceurs, c'est le poids, et les réservoirs se vident à une vitesse folle, comme si Odin avait pris le réservoir pour sa bière. Sans parler du fait que les moteurs ont un rendement maximal qu'à une altitude donnée. Je vous renvoie au journal de bord numéro 4 où on parle de ce sujet en fait. Mais bon, c'est un vieil épisode et la qualité était pas du tout la même. Mais en gros, il existe deux types de tuyères, une atmosphérique et une pour l'espace. Celles pour l'espace sont tout simplement énormes. En réalité, les gaz en sortie de tuyère doivent être à pression atmosphérique. Du coup, faut les détendre énormément, hein, vu que là-haut, la pression est nulle. Donc, plus la tuyère sera grande, plus elle sera performante. Dans les mesures du raisonnable, hein, on est d'accord. N'allez pas me sortir un vaisseau qui fait 3 cm avec une tuyère de 13 km. Donc quand on se rend compte qu'à un moment on scoltine des réservoirs qui sont quasiment vides et qui pèsent un âne mort alors qu'on cherche à économiser le plus de poids, et qu'en plus on a un moteur qui perd son rendement à une vitesse folle. Un moteur avec moins de rendement va consommer comme un cochon, alors que je le rappelle, on est au kilo près. C'est pas convenable. Comme si votre voiture se mettait rapidement à faire du 40 litres au 100 quand vous partez en vacances. Vous allez trouver une solution, quoi. Bah la solution trouvée par les ingénieurs est simplement de couper la fusée en plusieurs morceaux, en fait. Le plus souvent, en 3 morceaux. Un premier étage qui, lui, doit envoyer une patate de gros malade. Yeah, first time we've got a fire because everyone's go ahead and yeah. Son but est de s'arracher du sol, et du coup c'est d'accélérer très fort pour commencer à avoir des contraintes aérodynamiques. Car oui, le moment où la fusée commence à s'arracher du sol est hyper dangereuse. C'est comme essayer de tenir en équilibre sur un vélo qui est à l'arrêt. Ok, la physique n'est pas vraiment la même derrière, mais l'image est plutôt bonne. C'est possible de maintenir l'équilibre, mais c'est très compliqué. Alors que dès qu'on donne quelques coups de pédale, y a de la physique qui commence à s'enclencher derrière, et là, il se maintient tout seul, au point où on peut lâcher le guidon. Et quand le lanceur a de la vitesse, il vole. Du moins, il commence à subir des contraintes aérodynamiques qui l'aident à se maintenir droit. Et oui, la physique n'est pas toujours contre nous. Cependant, faut pas qu'il aille trop vite, hein, parce que l'air l'aide quand même à se maintenir droit, mais crée aussi une résistance contre lui. On vous épargne les phénomènes de recirculation des gaz, de traînée, etc., qui ont tendance à venir tirer le vaisseau vers l'arrière. Mais déjà, essayez d'imaginer la résistance que crée l'air à son sommet, hein, en appuyant contre lui. Comme quand on met la main par la tête de la voiture, même quand on met les doigts en pique, on sent toujours une résistance qui vient le pousser vers l'arrière. Donc en gros, faut qu'il accélère très fort au début pour monter très vite en vitesse, mais pas trop non plus, l'histoire de pas subir des contraintes trop fortes et attendre la zone de max Q. Moment où les contraintes sont les plus rudes pour le lanceur. En fait, après ce moment, l'air va commencer à se raréfier, donc va mettre moins de contraintes sur le lanceur. Puis il doit se mettre à accélérer le plus fort possible pour donner un maximum de vitesse à l'ensemble, jusqu'à épuisement du carburant pour donner une belle trajectoire balistique au vaisseau. Puis arrive le deuxième étage. Son rôle à lui dépend pas mal du boulot effectué par le premier étage. Souvent, il est mis à feu directement. Pour finir la phase, vol suborbital. Un vol suborbital est quand la trajectoire du vaisseau recroise la surface de la Terre, mais que son apogée, le point le plus haut de notre orbite, est à l'altitude d'une orbite. Car oui, un vol se fait en plusieurs phases. Et le deuxième étage est chargé de la deuxième phase. Le monde est bien fait. Le burn pour la mise en orbite. En gros, une fois qu'il est proche de l'apogée, il doit mettre ses moteurs à feu pour finir la mise en orbite. En fait, la physique orbitale est un petit peu particulière, simplement parce qu'on n'y est pas habitué, hein. Juste on la côtoie pas tous les jours. Mais en vrai, elle est assez intuitive, hein, dès qu'on s'intéresse aux lois de la physique. D'ailleurs, les joueurs de Kerbal en ont fait leur terrain de jeu. Et aussi, la plupart des images d'illustration viennent de ce jeu d'ailleurs. En fait, pour monter l'altitude du périgée, point le plus bas de l'orbite, on peut le faire un petit peu partout sur notre trajectoire suborbitale. Mais certains points vont être bien plus efficients que d'autres. Et le point le plus efficient est l'apogée. La moindre petite impulsion, aussi minime soit-elle,
aura des répercussions énormes de l'autre côté de l'orbite. Toute proportion gardée, hein, on est d'accord. Du coup, on s'arrange pour faire la manœuvre autour de ce point précis. Par exemple, si on a un burn de 40 secondes à faire, on va commencer 20 secondes avant le point et on finira 20 secondes après. Normalement, une fois ce burn effectué, on est en orbite. Reste plus qu'à monter l'altitude pour atteindre l'altitude souhaitée en fait. Toujours avec la même technique, hein, on accélère à l'apogée pour faire monter le périgée. Aussi, si les deux sont grosso merdo à la même attitude, on peut accélérer partout sur l'orbite, hein, on s'en fout un peu. Et chose qui va se produire normalement avec ce type de manœuvre, Je vous épargne les manœuvres compliquées, hein, on va rester sur des manœuvres dites classiques. l'endroit où vous êtes en train d'accélérer va devenir votre nouveau périgée. C'est normal, hein, vu que vous êtes en train de donner de la vitesse à votre vaisseau, bah celui-ci il va monter plus haut de l'autre côté de l'orbite et aura tendance à retomber à l'altitude où vous êtes en ce moment. En fait, pour bien comprendre une orbite, il faut l'imaginer en deux parties bien distinctes, séparées par l'apogée et le périgée. La partie apogée vers périgée est une partie dite en chute libre. Mais comme rien ne se perd et tout se transforme, on est en train de convertir de l'altitude en vitesse. C'est la chute des corps quoi. Si je fais tomber une pomme sur la tête d'un gars pas très connu, on voit bien qu'elle a tendance à perdre de l'altitude et gagner de la vitesse. Et la partie chute libre est exactement pareille, sauf qu'il n'y a pas d'air pour nous freiner, donc on accélère en permanence. Car oui, sur Terre, l'air va brider notre vitesse, autour de 200 km/h si je dis pas trop de conneries. Après, ça dépend de la forme de l'objet. Aussi, dû à sa vitesse sur le côté, elle ne tombe pas vers la Terre, mais suit une trajectoire parabolique. Car la Terre l'attire toujours vers elle, avec quasiment autant de force qu'à sa surface. Mais dans cette longue chute libre, on passe notre temps à accélérer, parce qu'on rencontre pas d'air pour nous freiner. Il arrive le moment où on va suffisamment vite pour ne plus transformer l'altitude en vitesse, mais la vitesse en altitude. Et vous l'avez sans doute deviné, ce moment se passe pile au périgée. Commence alors la partie périgée vers apogée, qui est une sorte de vol balistique. Imaginez un énorme canon à notre périgée qui va tirer notre vaisseau. Le vaisseau va monter en altitude et perdre sa vitesse. Comme pour la chute libre, la Terre attire notre vaisseau, donc courbe sa trajectoire. Puis arrive le moment où le vaisseau n'a plus assez de vitesse pour continuer à monter, et donc commence à retomber, et on arrive sur une chute libre. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'apogée. Et après ça, on commence à reboucler sur notre schéma et ainsi de suite. Et une fois qu'on est en orbite, là on peut détacher la charge utile pour qu'elle aille faire sa vie, et surtout qu'elle se coltine pas la masse du lanceur. On fait encore la guerre au point. Ouais, mais du coup, on n'a toujours pas parlé de ton projet. Effectivement. Nous y voilà enfin. Laissez-moi vous présenter le prototype de Gaïa. Il s'agit en réalité d'une énorme turbine. D'ailleurs, j'avais réalisé ce prototype juste avant. Voilà les tests. Mais il avait beaucoup de problèmes de fiabilité. Non pas par l'impression 3D qui, elle, arrivait à tenir, mais surtout parce que le moteur était pas du tout fait pour, et donc chauffait comme un gros malade. Même si j'avais essayé de faire un système de ventilation du moteur à travers l'hélice et tout, un gros bordel. Du coup, j'ai préféré aller acheter un nouveau moteur. Mais quand on voit que les prix du moteur, et que le prix du moteur plus la turbine est grosso merdo le même, bon, on se laisse tenter. Et donc voilà, on se retrouve avec une turbine dont je retrouve même pas le datasheet, les infos quoi. Mais de mémoire, elle peut pousser 1,5 kg en 14 volts. Du coup, j'ai aussi acheté le SC qui va bien, que j'ai d'ailleurs surdimensionné pour éviter qu'il chauffe. Parce que le compartiment ordinateur en fait va pas être ventilé, donc ça va avoir tendance à bien chauffer quoi. En fait, l'ordinateur est la partie noire, c'est pas juste de la déco pour faire genre. J'ai suivi les préceptes d'un grand professeur. Autant choisir une qui est de la gueule. On se retrouve aussi avec 4 palonniers qui sont placés dans le flux d'air pour pouvoir diriger le vaisseau, avec chacun leur servomoteur attitré. Bien entendu, j'ai testé la turbine avant, d'ailleurs voilà les tests.
Putain, ça pousse. Bon alors, elle arrive quand même à se soulever, même s'il manque quand même pas mal de choses encore. D'autant plus que pour ces tests-là, je l'alimente en 11 volts et non en 14 volts. Vous en faites pas, le SC, le moteur sont prévus pour. Et pourquoi, me diriez-vous, ne l'as-tu pas testé sous 14 volts? Eh bien, je vous répondrai qu'avoir sa main aussi proche d'une turbine qui tourne aussi vite, bah ça fait un peu peur quand même. Même si c'est quand même très marrant de tenir un truc qui tombe, mais vers le haut. La sensation est très étrange en fait. Et puis pour le test à pleine balle, un banc d'essai digne de ce nom est quand même grave requis. Hein. On va pas commencer à faire du ressenti ici. Bon bah du coup j'ai ressorti mon vieux banc d'essai. Hein. On a fait un raccord pour connecter le lanceur à la pesée. Et puis voilà le test. Ok. On voit que la poussée est de 600 grammes, mais c'est pas encore ça. Quand on pèse le vaisseau, on voit qu'on est déjà à 400 grammes. Et j'ai pas fini de tout rajouter, hein, parce qu'il manque toute la partie en dessous pour contenir la batterie et tout le système de séparation. Et tout ça, ça va peser aussi très lourd, surtout la batterie. Cependant, rappelez-vous, on peut gagner en testant sous 14 volts. Hein. D'ailleurs, voilà le test. Bon, on arrive quand même à gagner 200 grammes. Tout ça, ça nous amène à une poussée de 800 grammes. Et c'est vraiment pas mal, mais ça va sans doute suffire pour le vol statique. Par contre, le vol avec la capsule, ça risque de pas le faire. Par contre, on peut encore améliorer l'aspiration de l'air. Parce que quand on regarde bien, le moteur est bridé en ce moment. Il respire mal, quoi. Il est annoncé à 1200 grammes de poussée. Et là, j'en ai que 800 grammes. On n'a que 66% de la poussée annoncée, là. Franchement, je veux bien croire que les constructeurs ont tendance à gonfler les chiffres, hein, histoire de vendre un peu mieux. Mais là, c'est beaucoup trop gros. L'écart est beaucoup trop grand. Du coup, le problème doit sans doute venir de moi, hein, et pas de la turbine. C'est mon design qui fait pas le café. Il va falloir agrandir les entrées d'air. C'est ces trucs-là que je vais sans doute juste allonger. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Et maintenant, on va aussi attaquer la partie du code. Et on va essayer de se le faire à la SpaceX. En gros, on va essayer de le faire monter à 1 ou 2 mètres de haut. Tout ça accroché à un câble de sécurité. Et une fois qu'on saura faire ça, on verra pour lui rajouter des pieds et essayer de se le refaire, mais sans câble. Et puis arrivera enfin le premier vol de Gaïa où on essayera, si on y arrive, de récupérer l'étage, enfin de le faire réatterrir. Sinon, bon, si on n'y arrive pas, bah on lui mettra un parachute et bon, bah on le fera en mode classique. Mais franchement, ce serait moins fun que de réussir à le faire atterrir. T'en choisir une qui est de la gueule. Et bon, vu qu'on est dans les spoils et que vous faites partie des rares élus à être encore ici, sachez qu'il y a un indice sur la prochaine vidéo depuis la précédente. Allez, salut YouTube. Par contre, franchement, hein, la dernière fois, on avait dit qu'on faisait un truc court cette fois-ci. Ouais, ta gueule, franchement. Prendre les gens pour des cons, j'en suis pas capable, désolé. And so I tell myself